Coucou, comment ça va? Bien et toi? Très bien, merci d'être venue. Merci de m'accueillir chez toi justement. Franchement, ça me fait super plaisir que tu vois un peu. C'est mon petit havre de paix et je suis assez contente d'avoir la chance de vivre là. Ouais, je vous montrerai en vidéo parce que franchement c'est magnifique. Bienvenue sur Grâce à un livre. Merci beaucoup. Et comme tu le sais, sur Grâce à un livre, j'interviewe des personnes, des entrepreneurs, des expatriés français qui sont venus ici et qui ont osé changer de vie. Pour me parler d'un livre qui a changé leur vie et qui les a aidés dans leur parcours ou dans un problème en particulier. Et avant de me partager le titre du livre que tu as choisi, est-ce que tu peux te présenter ou comment tu aimerais te présenter plutôt? Ok. Bonjour à tous, je m'appelle Marine, j'ai 29 ans. Et si je dois me présenter très rapidement, je dirais que je suis une élève parfaite. De base. Je suis diplômée, j'ai un master, j'ai deux masters d'ailleurs, en relations internationales, en droit international, j'ai fait Sciences Po Ex, j'ai fait un stage à l'ONU, un stage à Interpol, j'ai travaillé pour une énorme compagnie à La Défense, j'avais un super salaire. Bref, j'avais un super CV et tout allait super bien pour moi. Et puis là, je vous parle depuis Bali. Je n'ai fait plus rien à voir avec tout ce que j'ai étudié. Aujourd'hui, j'ai lancé ma compagnie qui s'appelle World Trippeuse. Je suis coach en voyage solo et en confiance en soi. Et j'aide les femmes qui aimeraient voyager, aimeraient gagner confiance en elles et n'osent pas sauter le pas, ont plusieurs peurs. Et je les aide à gagner confiance en elles et à surpasser leurs peurs. C'est vraiment génial pour le coup. Et ça me parle beaucoup parce que toutes les deux, on voyage seules aussi. Et j'aimerais savoir quand est-ce que tu as commencé à voyager seule? À quelle période? Alors, j'ai commencé à voyager seule, donc en fait, j'ai un peu toujours eu envie et toujours peur à la fois. J'avais donc ma meilleure amie qui, elle, était partie juste après la licence, elle était partie 1 an en Australie, voilà. Et je trouvais ça trop cool, sauf que mes parents me disaient, déjà, on ne te financera pas. Et puis, si tu pars et que tu reviens, on ne financera plus tes études. Donc, tu pars pour de bon. Et à ce moment-là, j'avais trop peur, donc j'ai laissé ce truc de côté. Et finalement, quand j'ai eu mon premier salaire, j'ai eu ce truc qui me trottait dans la tête. Et c'était le Covid. Mon rêve, c'était d'aller au Japon. C'était fermé, donc je ne pouvais pas aller au Japon. Et j'avais ce truc qui me trottait en tête. Et j'avais ce mec, parce qu'il y a toujours une histoire de mec quelque part. Il y avait ce mec que j'idéalisais tellement plus que la réalité. Et il voulait pas être avec moi. Et je me disais, mais si là, demain, je lui dis, je pars solo au Pérou pendant 2 semaines, ça va trop l'impressionner. Il va vouloir être avec moi. Il va se dire, c'est une meuf de ouf, quoi. Donc, je suis partie, comme ça, sur un coup de tête. Là, ce qui m'a vraiment allumée, c'est de me dire, oh, ça va changer ma vie avec ce mec. Donc, il n'en avait rien à faire. Quand je lui ai dit, vraiment, il était en mode, ok. Et j'étais en mode, quoi? Mais mec, là, dans 2 semaines, je pars solo au Pérou. Il était en mode, ok. Il n'en avait rien à taper. Et du coup, sur un coup de tête, en 2021, je suis partie 2 semaines au Pérou. Et pour moi, c'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf. Genre, personne n'avait jamais fait ça avant, quoi. Et puis, je suis arrivée au Pérou, j'ai rencontré plein d'autres voyageuses solo. Et je me suis dit, en fait, c'est un truc que tout le monde voit des voyageurs solo, tout le temps, pardon. Et c'est pas un truc de ouf tant que ça. Non. Mais ça m'a permis d'être un peu plus à l'aise. Et donc, à partir de là, je suis rentrée du Pérou, j'ai adoré ça. Mais en même temps, j'ai commencé à bosser pour cette grosse compagnie à La Défense. Et j'avais ce truc de, c'est cool, je gagne de l'argent, je vais pouvoir voyager. Et en même temps, personne n'a le même niveau de vie que moi. Et en plus, j'étais célibataire, mes potes n'étaient pas célibataires. Donc, il va falloir que je parte solo parce que sinon, je ne vais jamais partir. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à repartir. Et je suis partie donc, pour la première fois à Bali ensuite, voir justement ma meilleure amie qui y vivait. Et ça a un peu changé tout le reste de mon histoire, je pense. Tout a commencé à Bali. Et ça fait combien de temps que tu es à Bali alors? Là, ça fait depuis octobre. Mais la première fois que je suis venue, c'était en 2022. D'accord. Donc là, ça fait 6 mois que je suis à Bali. Ok, génial. Ouais. Et est-ce que tu peux me dire quelle est la place de la lecture dans ta vie? Parce que tu me disais justement que tu aimais lire, que tu aimes toujours lire, mais que tu n'es pas non plus une grande lectrice. Est-ce que tu peux me partager justement ton parcours littéraire? Alors, j'ai pas toujours aimé lire. En fait, je pense que toute mon adolescence, ça a été très compliqué. Ma mère voulait que je lise et moi, je n'avais aucune envie. Il n'y avait rien qui me plaisait. Franchement, ça a été compliqué. Même, lycée, tout ça, c'était compliqué pour moi. Je lisais, mais avec un peu, par défaut, quoi.
Et la lecture, j'ai une relation hyper chelou. Disons qu'il y a des fois où je vais dévorer des livres et en 1 semaine, 2 semaines, je vais alors finir un bouquin. Ce qui pour moi est très rapide. Je pense que pour toi c'est rien du tout, mais pour moi c'est très rapide. Et puis il y a des fois où je vais rien lire pendant 3 mois, 6 mois, parce que je sais pas, je vais comme pas trouver le temps, alors que je pourrais le trouver. Mais il y a un truc où j'arrive pas à me poser, à prendre du temps pour moi pour lire. Et quand je vois que ça fait longtemps que j'ai pas lu, je sais que c'est un signal d'alarme et qu'il faut que je me pose plus. Mais parfois je m'écoute pas forcément et donc ça prend plus de temps. Mais en tout cas en voyage, j'ai quand même plus pris le temps de lire, certains moments plus que d'autres, mais oui, quand même, là, je lis plus qu'avant, en tout cas. Ok. Et tu vas nous parler de quel livre aujourd'hui? Alors, je vais vous parler de Mange Priem, de Elizabeth Gilbert. Donc, c'est un best-seller et je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Mais moi, je ne le connaissais pas avant 2022. Et c'est ma libraire qui me l'a conseillé. Je cherchais un livre un peu d'amour et surtout très positif. Et elle me l'a conseillé. Et en fait, le hasard a fait que je suis partie à Bali avec ce livre sans savoir qu'en fait ça allait se passer à Bali et qu'il y a une grosse partie du livre qui se passe quand même à Bali. Tu connaissais pas le film alors? Rien. Tu connaissais pas le film? Je connaissais pas le film, rien du tout. Okay. Et j'ai tout découvert. Je suis arrivée à Bali et ma pote elle m'a dit ah trop drôle que tu lis ça à Bali et tout. J'ai dit bon pourquoi? Et vraiment elle était en mode mais t'es sérieuse? Tu connais pas ce livre? Je connais pas ce livre. Et je non j'en ai jamais entendu parler. Et ouais non c'est un livre je pense qui a marqué. Alors mon voyage à Bali a marqué un tournant, mais je pense qu'avec ce livre ça tout a joué ensemble quoi. Ouais. Est-ce que tu te souviens du coup de la période quand tu as lu ce livre-là, quand tu es venue la première fois à Bali? Ouais, c'était une période très très sombre pour moi. Ça n'allait vraiment pas dans ma vie. Il y avait aussi bien dans les amours que dans ma famille, que personnellement, il y avait énormément de drames qui s'étaient accumulés sur l'espace de 2 mois. Et là, j'étais dans une phase de j'en peux plus, vraiment, je craque. Et dans mon boulot, ça allait pas. Enfin, disons que je me disais pas que ça allait pas, ça m'allait, mais ça me rendait pas joyeuse. Juste, je me disais je pouvais pas avoir mieux à l'âge que j'avais, je pouvais pas avoir mieux, donc je m'en contentais. Et je suis venue à Bali parce que il fallait que je prenne de l'air, il fallait que je craque. Et je suis venue et j'ai vu ma meilleure amie qui était à Bali et j'ai tout vidé. Enfin, j'ai pleuré. Et donc j'ai embarqué ce livre avec moi. Et en fait, dans ce livre, elle a une crise existentielle, un peu comme la mienne à ce moment-là, en tout cas au début du livre, où elle a un super job, elle a un super mec, elle a tout bien, mais elle n'est pas heureuse. Il y a un truc, et en fait, elle a ce truc où elle s'effondre dans sa salle de bain et elle est en mode, mais si je m'écoute et que je prie, là, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Et j'étais exactement au même endroit. Mais là, il y a un truc qui va pas, alors que pourtant j'ai coché toutes les cases, mais ça va pas. Et c'est pour ça, je pense que ce livre m'a particulièrement marquée à ce moment-là de ma vie. Parce que tu, en fait, te reconnaissais complètement dans la vie justement d'Elisabeth, c'est ça? Ouais, Elisabeth. Donc c'est son propre, elle a écrit une histoire, mais c'est fictif. Oui, non, c'est sa propre histoire. C'est sa propre histoire. Et c'est une histoire réelle, du coup. D'accord. Ouais. Et non, c'est vraiment son histoire, c'est vraiment ça, c'est vraiment sa vie parfaite à New York. Je crois que c'est New York, mais peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, c'est aux États-Unis, côte Est. Hein. C'est côte Est américaine. Si c'est New York, si c'est pas New York, c'est peut-être Boston, mais il me semble que c'est New York. Et donc, vie parfaite, mari, etc. Prochaine étape, c'est le bébé, et elle sent qu'elle en a pas envie en fait. Qu'il y a un truc, Et moi, j'étais là. Je sentais que j'avais trop envie de partir voyager solo. Je sentais que j'avais trop envie de faire un tour du monde. Je sentais que j'avais trop envie de partir à l'aventure. Mais je voyais pas comment c'était possible. Enfin, financièrement, je pouvais pas économiser plus de 2 mois, 3 mois d'avance. J'arrivais pas à me dire que j'allais pouvoir partir faire un tour du monde. Et puis j'avais surtout peur de me dire, mais je fais comment avec mon boulot après? Ils vont peut-être pas me reprendre, ils vont peut-être devoir embaucher quelqu'un qui va me remplacer. Bon, enfin, je vais faire comment quoi? C'est ça. Comment t'as fait pour partir 2 mois du coup la première fois? Non, je sais pas. La première fois, je suis partie 2 semaines. Ah, que 2 semaines? Oui, la première fois, je suis partie que 2 semaines. Ouais. J'avais eu des sous, j'avais pu partir 2 semaines, ça allait. Et puis, quand je suis partie à Bali, pareil, 2 semaines. Et en fait, il y avait un truc dans ce livre qui m'avait énervée. Parce que jusque-là, je me reconnaissais énormément en elle, jusqu'au moment où elle décide de partir faire son tour du monde pendant 1 an. Parce qu'en fait, elle peut le faire financièrement parce que il y a un livre, elle signe un contrat avec une maison d'édition pour écrire un livre au bout des 1 an.
Et donc, du coup, elle est payée à l'avance. Et donc, c'est avec cet argent qu'elle peut voyager. Et moi, à ce moment-là, je me sens vraiment, vraiment sous l'eau avec l'argent. Je pense que l'argent, c'était ma peur principale. Et je me dis, mais c'est injuste, quoi. Moi, je peux pas signer un contrat avec une maison d'édition, quoi. C'est impossible pour moi de partir et je partirai jamais. Et voilà. Et limite, j'ai fermé le bouquin à ce moment-là en mode, bah, de toute façon, c'est de la merde. Enfin, je me reconnaissais en toi, mais là, maintenant, tu m'as déçue. Et ciao, quoi. Ok. Et quand est-ce que tu l'as réouvert, du coup? Quand j'ai commencé à me calmer un peu, quand j'ai commencé à... Bon, bah voilà, de toute façon, j'avais embarqué que ce livre-là à Bali, donc fallait bien que je le lise, quoi. Et que j'ai commencé à me dire, bon, bah, si j'arrive à mettre la question de l'argent de côté, qu'est-ce qu'elle a à me raconter, cette meuf? Et en fait, non, c'est une telle quête spirituelle qu'en fait, même sans argent, tu peux la faire. Dans le sens où... il y a un truc qui m'avait marqué quand elle va en Italie, donc elle commence par l'Italie. Et le truc qui m'avait marqué, c'est qu'elle va manger beaucoup. Elle va manger beaucoup de pâtes, elle va manger beaucoup de pizza, et en fait, elle va se faire kiffer. Et ensuite, elle va aller s'acheter des fringues, elle va se rendre compte qu'elle a pris 1 ou 2 tailles de plus, et elle va sourire et elle va se dire, j'en ai rien à foutre. Et ça, au moment où j'en étais dans ma vie, avec un manque de confiance énorme, me dire, mais en fait, tu peux prendre du poids, tu peux bouffer ce que tu veux, et être bien quand même dans ta peau. C'était une vraie révélation parce que j'en étais vraiment pas là dans ma vie et je me disais waouh, en fait c'est possible. Et elle a totalement raison et en fait je vais commencer par me faire kiffer rien que déjà dans la bouffe, arrêter de calculer tout ce que je mange, arrêter de culpabiliser quand je mange un burger ou une pizza et me dire que c'est le seul du mois parce que sinon je vais grossir parce que j'en étais à ça, tu vois. Et juste tu me disais que c'était une période compliquée de ta vie. Ouais, c'était vraiment compliqué et il y avait cette question du garçon qui voulait pas être avec moi et en fait tout ce que je faisais de pas parfait, je me disais c'est pour ça qu'il veut pas être avec moi. Et totalement, tout le temps, j'étais dans la culpabilité de je fais pas ça bien, quoi. Et me lire une femme qui décide à un moment donné de tout plaquer et d'aller vivre pour elle et de se dire je m'en fous de prendre 2 tailles de jean et je vais aller vivre pour moi. Et c'est ça en fait, c'est ça qui m'a le plus inspiré dans ce livre. C'est génial, franchement, c'est super beau. Et puis, du coup, tu avais des croyances limitantes aussi, j'imagine, avant de lire ce livre, par rapport à l'argent. Par rapport à l'argent, et puis aussi tout ce qui était spiritualité, parce que dans ce livre, elle se porte vachement sur la spiritualité. Ouais. Moi, à ce moment-là, je suis courtière en assurance à la Défense. J'ai 2 parents ingénieurs. Comment vous dire que la spiritualité, ça n'existe pas, c'est un truc de babos. Donc, j'avais ma pote à Bali, qui vivait en plus à Ubud, donc vraiment le cœur de la spiritualité à Bali. Ouais. Et pour moi, elle était super, mais elle était sur une autre planète. C'était pas possible d'être sur sa planète, quoi. Et je me disais, oui, bon, c'est bien, hein, mais quand est-ce que tu reviens à nous, quoi? Et je pense qu'elle était plus en mode, c'est bien, Marine, quand est-ce que toi, tu viens à moi, tu vois? Et à un moment donné, c'est toi qui vas te réveiller et pas l'inverse. Et c'est ça qui s'est passé. C'est vraiment de ce réveil spirituel un peu, de dire, mais en fait, il y a des signes, il y a des choses que tu peux écouter, il y a un monde autre que celui que tu connais. Ouais. Et ce livre, il m'a fait ouvrir les yeux sur tout ça. Et j'imagine aussi que c'est le livre, mais aussi Bali. À quel moment tu te dis, ah ouais, il y a vraiment un monde parallèle et un monde que je connaissais pas du tout et j'ai envie de m'y rapprocher, tu vois. Ouais, t'as une anecdote à me raconter par rapport je me rappelle avoir pété un cap sur une plage, mais je saurais même pas te dire pourquoi. Okay. En fait, j'ai rencontré un mec à Bali. Et il avait 23 ans, moi je devais en avoir 25. Et il vivait déjà, il était indépendant. Il avait monté, il faisait de la finance en ligne, il avait monté son truc, il bossait qu'1 heure par jour. Et il gagnait bien plus que moi qui étais salariée et qui pensait bien gagner ma vie dans mon entourage, quoi. Et en fait, ça m'a un peu ouvert les yeux sur, mais en fait, il y a un autre monde que juste être salarié et avoir... Enfin, moi, dans ma vie... si tu veux bien gagner ta vie, tu vas bosser soit dans les assurances, soit dans les banques, et puis tu vas faire tel et tel échelon, et au bout d'un moment, tu gagneras vraiment bien ta vie. Il n'y avait pas ce monde de l'entrepreneuriat, il n'y avait pas ce monde de « mais en fait, tu peux faire autre chose que ça ». Et là, lui, il avait 23 ans, il gagnait bien mieux sa vie que moi, et il n'avait pas fait les études que j'avais faites, et il y arrivait beaucoup mieux, et il avait l'air hyper heureux. Et pareil, ma pote, elle avait l'air super heureuse. Et là, je pense que je me suis pris un peu une claque de « mais qu'est-ce que je suis en train de vivre ? Et pourquoi je suis en train de vivre tout ça ? C'est quoi, ça sert à quoi ? C'est quoi le but ? Est-ce que c'est vraiment mon chemin en fait ? Ouais, pourquoi je suis en train d'endurer tout ça alors qu'en fait à la fin, le but, il m'excite même pas, quoi. Donc
Donc non. Et ouais, je me rappelle à marcher sur la plage à Canggu en pleurs, mais vraiment, et avoir une énorme crise de larmes de je vais péter un câble. Genre vraiment, je vais péter un câble et je veux plus de cette vie et il faut que je la change. Alors que quand je suis arrivée, j'étais en mode non mais ça va, mon taf il me plaît. Et je suis repartie en mode non mais ce taf, il me plaît que si je viens vivre à Singapour. Parce que je suis repartie en me disant je vais demander une mutation à Singapour, je vais garder ce taf, mais juste faut que je me rapproche de Bali. C'était la seule chose que je me disais. Et non, aujourd'hui je suis tellement heureuse d'avoir quitté ce boulot. Mais finalement, c'est fou parce que quand tu es venue à Bali, tu t'es pas dit je vais tout changer. Tu es venue à Bali par curiosité pour voir ta meilleure amie. Ouais. Et finalement, ça t'a chamboulé. Et c'est fou parce que ma meilleure amie est venue aussi me voir et ça l'a chamboulé aussi. Je me dis, mais l'énergie de Bali est tellement spéciale par rapport à ça. Bah en fait, je pense que quand toi, tu es à Bali, je sais pas, tu te nourris de cette spiritualité, tu te nourris des gens que tu rencontres, tu te nourris des Balinais. Parce que clairement, moi, je vivais à Paris, je prenais le RER, j'allais à la Défense, j'étais entourée de gens qui faisaient la gueule toute la journée, qui étaient négatifs, qui vivaient avec leur peur. Et j'arrive à Bali, les gens, les locaux, qui ont 10 fois moins que ce qu'on a quand on travaille ou quand on vit à Paris, ont un sourire constant sur la bouche, ont une lumière dans les yeux. Et en fait, j'ai remarqué un truc, ils te regardent. Tu peux pas faire un plus beau cadeau à un être humain que de le regarder, de lui dire bonjour et merci. C'est vraiment prendre une seconde pour lui montrer que tu as vu qu'il existait. Et à Paris, on le fait plus. Tu dis bonjour, tu regardes même pas la personne en face. On se parle pas, on se pousse dans le RER sans même se regarder dans les yeux. On ne se regarde plus et être à Bali, c'est se sentir vu, se sentir exister. Et c'est ça, en fait, je pense, qui commence à... C'est grâce à ça qu'il y a une lumière, je pense, qui commence à germer en toi. Bien sûr. Et c'est ça qui m'a touchée à Bali. Et du coup, avoir ma pote qui, elle, vivait ici, qui du coup était déjà dans ce bain, dans cette énergie et dans ce calme spirituel, quand moi, j'étais aussi mal... je pense que c'est ça qui m'a fait du bien, c'est de me dire, mais en fait, il y a un autre monde qui est possible. Et moi, je suis arrivée, j'étais en pleurs, je suis repartie, j'étais en pleurs, mais d'une autre manière, un peu comme dans les ch'tis, mais à Bali, quoi. Mais... Dans le sens où tu as eu une révélation. En fait, c'était pas les mêmes pleurs, c'était en mode, ok, je vais changer de vie, c'est dur, mais je vais vraiment changer de vie. Je vais changer, d'une manière ou d'une autre, je vais changer ça. Wow. Et à quel moment tu t'es dit, je vais entreprendre, du coup, dans le voyage et je vais aider les femmes à oser sortir de leur zone de confort, oser partir et faire vraiment ce qui leur plaît dans la vie, quoi. Ça a pris du temps. Donc, en fait, après mon voyage à Bali, ça a pris encore 1 an avant que je quitte mon boulot. Parce que 2 semaines dans une vie, c'est pas grand-chose. Tu rentres chez toi, tu reprends tes habitudes. Mon boss, il m'a dit, Singapour, ce sera pas pour tout de suite. Il faut que tu restes encore au moins 2 ans dans la boîte pour être mutée à Singapour. Et du coup, voilà, je suis restée, j'ai fait ma petite vie, j'ai repris un mec. C'est un peu horrible de dire comme ça, mais c'est un peu ça. Et j'ai été à nouveau très malheureuse. Et donc, 1 an plus tard, je me suis dit, je suis allée au Japon. Et à ce moment-là, j'étais convaincue qu'il fallait que je quitte ce boulot, mais j'avais aucun plan B. J'étais juste... Juste, il faut que je quitte ce boulot, je vais me débrouiller, je vais trouver autre chose. Mais là, je sais que je suis plus heureuse dans ce boulot et que ça me fait pas du bien de rester là-bas. Et mon rêve, c'était de voyager. Et heureusement, j'ai une psy. Je vois une psy depuis 3 ans. Et quand je lui ai dit que mon rêve, c'était de faire un tour du monde, elle a pris ce rêve, elle m'a plus lâchée avec ça. Elle m'a dit, tu vas le faire. C'est ça ton rêve, tu vas le faire. C'est-à-dire que quand je lui disais, mais j'ai pas l'argent, j'ai pas les moyens, elle m'a poussée à me dire, tu regardes d'abord le rêve et ensuite les moyens. Mais tu vas voir que quand tu commences à avoir une vraie idée en tête et qu'elle commence à être genre claire dans ta tête, tu les trouves les moyens. Je sais pas, mais un exemple tout bête. Je sais pas, toi tu as un iPhone, moi j'ai un iPhone. Moi j'ai 29 ans, tu es un peu plus jeune que moi. Il y a 10 ans de ça, quand on disait tu vas mettre 1000 balles dans un téléphone, tu disais mais il faut que j'économise pendant combien d'années pour avoir un téléphone à 1000 balles. Et à un moment donné, ça devient genre, je vais avoir ce téléphone. Et c'est tout. Et en fait, je vais économiser, je vais bosser pendant les vacances, je vais trouver un moyen, mais je vais me l'acheter ce téléphone. C'était un peu ça. C'est qu'en fait, à un moment donné, ce tour du monde, c'est tellement devenu... Une obsession. C'était sûr, en fait. Pour toi, plus de doute. Ça venait des tripes, quoi. C'était vraiment... Mais c'était écrit. Genre, en septembre, je partais faire un tour du monde. No matter what. Je ne savais pas comment, mais ça allait se passer. Et donc, toutes mes actions, tous mes choix allaient être tournés vers ça. Donc je sais pas, genre déjà ça faisait un moment que j'avais arrêté de faire du shopping, quoi que ce soit, parce que tout mon argent partait dans les voyages. Donc là vraiment c'était ça, j'allais faire que des choix pour mon voyage. Et en fait, la magie a fait que j'ai eu des nouvelles incroyables dans ma famille, dans des choses comme ça, qui ont fait que j'ai pu avoir de l'argent que je n'attendais pas du tout. Je ne savais pas que ma famille avait de l'argent, ma famille ne savait pas qu'elle avait de l'argent. Et c'est tombé vraiment,
c'est horrible parce que quand j'ai entendu ça de cette meuf dans le livre et que je vois que l'argent lui est tombé du ciel un peu, j'étais vénère. Mais c'est ce qui m'est arrivé. C'est qu'en fait, quand j'ai commencé à faire mon plan en septembre, je quitte mon boulot. Donc là, en fait, je vais annoncer à mon boss que je démissionne, etc. J'ai commencé à faire un plan. Non, mais en fait, je vais pas juste lui dire que je démissionne. Je vais lui dire je démissionne, mais je vais négocier pour que je lui dise tu me donnes une genre de prime de départ, etc. Et vraiment, j'ai commencé à me dire mais j'ai rien à perdre. Mon objectif, il est plus dans ma carrière. Mon objectif, il est dans ce tour du monde et c'est tout. Et j'ai réussi, du coup, grâce à ça, à sauver assez d'argent pour partir faire mon voyage, quoi. Et puis je sais pas si maintenant, je pense que tu dois y croire à tout ça, mais personnellement je crois au fait que l'univers aussi, quand tu es ouvert, il t'aide de fou. Voilà. Tu me parles de l'argent, mais combien de fois, mon amie à chaque fois, elle me dit mais c'est impossible, t'as un truc avec l'argent, c'est pas possible. Ça fait 3 fois qu'on me vire de l'argent sur mon compte. Tu sais pas d'où ça vient? Ah ok. Waouh, c'est vraiment magique. Je me suis fait rembourser mon billet d'avion en venant là. J'avais fait une commande sur internet que je n'ai jamais renvoyée, que j'ai adorée. On m'a remboursé parce qu'il y a eu une mauvaise manipulation. Les impôts qui me donnent de l'argent. Et je me dis, mais en fait, il y a un truc, c'est pas possible, tu vois. Mais parce que je pense que je suis tellement alignée avec ce que je fais que l'univers doit me le rendre à ce moment-là. Et en fait, je suis même pas étonnée. Je me dis, mais c'est trop cool, c'est un petit coup de pouce. C'est ça, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti en mode. Mais en fait, quand ça devient vraiment le truc que tu veux faire, tu sais que tu t'écoutes, tu sais que ça va se passer, les choses s'alignent. Les choses s'alignent et tu vas le faire. Il n'y a plus de questions. Et c'est incroyable parce que là, tu reviens quelques années en arrière, mais tu n'avais pas du tout cet état d'esprit-là. Ah non, moi j'étais une flippée. Tu ne comprenais même pas les signes et tu savais même pas que... Pour moi, c'était pas possible et c'était ma plus grande angoisse au monde. Enfin, vraiment, je prends toujours cet exemple, mais quand j'allais faire les courses avec mes parents, enfin avec ma mère, et qu'elle avait oublié un truc dans le magasin et que je revenais, je devais lui donner le prix exact. C'est-à-dire que quand je lui disais, je crois que c'était 3-4 euros, et elle me demandait, mais c'était combien de centimes? Et si elle n'avait pas le centime exact, elle me disait, mais t'as aucune valeur de l'argent, tu sais pas combien ça coûte, tu te rends pas compte de l'argent, etc. Et moi, j'étais comme ça tout le temps. L'argent, c'était une angoisse perpétuelle de pas savoir le gérer. Et là, partir en voyage, dépenser de l'argent, moi, j'ai rendu des amis fous de me dire, et ils m'ont dit, mais attends, mais là, t'as tant d'argent, et tu vas le dépenser en voyage. Tu vas pas investir dans une maison. Tu vas pas... Oh, wow, la pression. Ah oui. Mais moi, parce qu'on est dans ma famille, on a en fait tous mes cousins, on a eu le même montant d'argent. J'ai un cousin qui a pas avec cet argent, il a acheté un appartement. Et j'ai des amis qui m'ont dit mais, enfin genre, en gros, puis même mes parents, même ma famille m'ont dit mais c'est pas pour ça c'est pas pour voyager qu'on t'a donné cet argent. C'est pour c'est pour investir. C'est pour investir, ouais. Et là, heureusement que j'avais ma psy. Heureusement que j'avais ma psy pour me dire non, moi je sais ce dont j'ai besoin de faire pour cet argent. Et je suis tellement heureuse d'avoir fait ce choix aujourd'hui parce que je sais que c'est en investissant sur moi que je vais faire les bonnes décisions d'investissement plus tard. Investissement d'argent, investissement de temps, investissement de tout. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, tu ne vas pas investir dans la pierre, tu vois. Mais peut-être que justement, grâce au fait que tu entreprennes, tu vas pouvoir investir plus tard. En fait, c'est ce qui s'est passé. C'est que du coup, je suis partie 1 an autour du monde, solo. J'ai pris mon sac à dos, j'ai fait 5 mois d'Asie, je sais plus combien, 5 mois d'Asie, 3-4 mois Amérique et 2 mois Europe. J'ai fait ce tour du monde, je ne savais pas ce que j'allais faire. Vraiment, j'étais en stress de je fais quoi en rentrant, genre, j'étais même pas arrivée au bas de mes ressources, mais j'étais toujours dans ce stress de je peux pas arriver en bas de mes ressources. Genre, je vais faire comment? Je vais me retrouver trop dans la merde. Donc, il faut absolument que je trouve un job maintenant. Donc, j'avais des crises de LinkedIn où pendant toute une journée, j'allais envoyer 10 CV et j'allais avoir aucune réponse parce qu'en plus, j'allais pas personnaliser mes CV et ça allait être de la merde. Et en fait, pas convaincue en fait. Mais non, j'en avais aucune envie. C'était vraiment juste pour me rassurer que j'avais besoin de trouver un job, quoi. Okay. Et puis cet été, je repars en Europe et je revois un ami dont le rêve avait été toujours de partir au Japon. Et je lui dis, mais pourquoi t'es toujours pas parti, mec? Moi, je suis partie il y a 2 ans, et toi, t'es encore là. Qu'est-ce que tu fais? Et il me fait, bah ouais, mais je me suis séparée de ma copine, je suis tout seule, je vais pas partir au Japon tout seul, tu veux pas venir avec moi? Je lui dis, bah non, moi, j'y suis déjà allée. Mec, t'es un grand garçon, tu vas y aller, tu vois. Et l'idée a commencé à germer en lui. Et à l'heure où on fait cette vidéo, il est actuellement au Japon. Et donc l'idée a commencé à germer en lui. Et moi, j'ai commencé à lui envoyer des pavés de conseils. Pour le sac, pour l'itinéraire, pour comment se débrouiller avec son anglais, pour, je sais pas moi, pour que faire si t'arrive ci, ça, et toutes les choses à faire, machin. J'ai commencé à lui envoyer des pavés
Des pavés, je me suis dit, bah, j'avais toujours eu envie de créer un site internet. Je me suis dit, ok, bah, je vais commencer à créer mon site internet et je vais mettre les informations sur mon site. Et puis après, je me suis rappelé qu'il y avait un mec, parce que j'avais fait un podcast avant, il y avait un mec que j'avais interviewé et que j'avais dit, bah, tu devrais partir en voyage solo. Et donc, qui était dans la même situation. Donc, je lui ai envoyé le lien du site internet. Et quand on parle de signes, il s'avère que ce mec, il travaille sur les sites internet. Donc, il m'a aidé à faire mon site et à l'améliorer, à le rendre bien, tu vois. Et ça, c'est des rencontres comme ça qui sont folles. Et je pensais pas, il y a 2 ans, quand je l'avais interviewé, qu'en fait, un jour, ce mec allait m'aider pour mon site internet. Voilà. Et puis, bah voilà, petit à petit, l'idée, elle est venue de... Mais en fait, je vais vous donner des conseils pour voyager solo. Et puis, plus j'en ai aidé, plus je me suis rendu compte que c'est pas tant des conseils physiques dont ils avaient besoin, c'est 80% des conseils mindset, confiance en toi. C'est pas, je parle pas anglais, et du coup, je sais pas comment faire s'il m'arrive une merde. C'est... Tu sais que tu vas y arriver. No matter what, peu importe la langue que tu parles, tu sais que quand il t'arrive une galère, tu peux te débrouiller. Tu sais parler le langage des signes, tu sais utiliser Google Trad, tu sais, et tu as confiance aussi dans les gens. Et en fait, je les ai plus aidés à gagner confiance en eux que vraiment à avoir des conseils, parce que tu peux pas tout anticiper. Tu peux, par contre, il faut donner aussi laisser une place de spontanéité et c'est ça qui rend le voyage magnifique, tu vois. Exactement. Mais si tu te fais confiance, tu peux faire confiance à la spontanéité. Enfin, tu peux laisser place à la spontanéité. Mais il faut que tu aies confiance en toi. Voilà. Ouais. Et du coup, c'est comme ça que l'idée, elle est venue petit à petit d'aider. Au départ, c'était des hommes. Et puis finalement, là, pour le moment, je vais surtout me focaliser sur les femmes. J'accueille aussi des hommes si jamais, mais pour le moment, surtout des femmes qui n'ont pas confiance en elles. Et souvent qui se retrouvent un peu comme moi quand je suis partie à Bali, dans une situation compliquée avec un garçon ou dans une rupture amoureuse et qui ont besoin d'un bol d'air, qui ont besoin de repenser à elles, de reprendre confiance en elles. Et le voyage peut les aider et je suis là pour les aider à vivre tout ça. Mais comme quoi, finalement, ce livre, il est vraiment... En fait, c'est exactement ce que tu fais. Parce que dans ce livre, je pense que, de par son expérience, elle incite aussi les personnes à se dire, bon, ok, si je vis une rupture amoureuse, maintenant, toutes les nanas, il y en a plein que je rencontre à Bali qui me disent, ah, je suis là parce que j'ai quitté mon mec ou mon mec m'a quitté, tu vois. Mais Bali, c'est... Oui, c'est vraiment j'ai l'impression que tout le monde l'a lu, ce livre, tu vois, par rapport à ça, quoi. Ou alors, en fait, cette histoire, elle est à la fois extraordinaire et en même temps pas si extraordinaire. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce courage de se dire, je prends un billet, je me casse, quoi. Et ça, c'est pas facile pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est tellement bénéfique quand tu vis cette rupture, que tu te sens bloqué. Enfin, c'est ça, tu vois, t'es dans ton appart, t'es dans ton quotidien, tu vois ce mec dans cet appart, il y a un truc. Et le voyage, c'est ok, tu tires un trait sur tout ça, au moins pendant quelques semaines, tu vas vivre pour toi. Et tu vas pas te dire, et si je le croisais là, et si je lui envoyais un message. Non, là, t'es loin. Et tu vas vivre pour toi. C'est pas évident parce que faut pas croire que le voyage, ça t'enlève pas tous les traumas et tout. Et même des fois, ça te les fait encore plus sortir, surtout à Bali. Mais à la fois, c'est une leçon. Enfin, c'est comme ça que tu arrives justement à aller mieux. Et en fait, il faut que tu passes par là pour après te sentir bien. C'est totalement ce que je propose avec World Tripeux, c'est de dire, le voyage, c'est pas la solution à tout. Ça va t'aider à prendre un bol d'air. Mais moi, si j'étais convaincue que le voyage, ça suffisait, je te dirais juste, book ton billet et voilà. Moi, je suis là justement pour coacher les filles à gagner confiance en elles, pour dire que avant le voyage et pendant le voyage, elles traversent en fait ce moment de je suis une merde, le mec il m'a quitté ou je l'ai quitté, je vais plus bactère je vais repenser à moi. Dans ton quotidien en France, et pendant ton voyage, tu vois. Je vais commencer à m'acheter des fleurs, je vais commencer à tenir un journal, je vais commencer à, je sais pas moi, à faire des choses, à prévoir des choses le week-end pour pas penser à lui pendant tout le week-end, tu vois. Je vais commencer à vivre ma vie pour moi et sortir de ma culpabilité. Et ça, en fait, ça va te servir pendant le voyage. Et pendant le voyage, tu vas le vivre, ça va être encore plus décuplé parce que tu seras hors de ton quotidien. Mais c'est quelque chose que je veux aider les femmes à garder, même quand elles rentrent de leur voyage, tu vois. Je veux pas qu'elles rentrent et que, voilà, elles sont retour dans leur quotidien, retournent avec leur ex et voilà, quoi. C'est un travail sur le long terme, que tu les accompagnes vraiment sur le long terme, quoi. Ouais, et je pense que voilà, le voyage solo, c'est un bon outil, mais c'est pas la fin en soi. Non, et c'est pas la solution miracle non plus, tu vois. Voilà. Parce qu'il y en a plein qui pensent que justement, tu t'es à l'autre bout du monde, t'as plus les problèmes. Mais non, en fait, non, tu les emmènes avec toi. Tu les emmènes avec toi, ils sont dans ta valise. Ouais. Et concrètement, pour revenir à ce livre, et maintenant rétrospectivement, avec tout ce que tu as réalisé, comment tu pourrais analyser le avant-après, du coup, la lecture de ce livre, mais sur des années, parce que je pense que le déclic, c'est pas fait non plus juste après. Je pense que ça s'est fait étape par étape, tu vois.
Ben, le avant, tu veux dire psychologiquement, Ouais, genre... psychologiquement et... Franchement, avant, j'étais la meuf avec le CV parfait. J'étais lisse. J'étais lisse. C'est-à-dire que déjà, mes cheveux étaient lisses. Là mes cheveux sont bouclés. J'étais lisse, j'étais blanche, j'étais gentille. En fait, mon but extrême, c'était d'être la fille vue comme la fille gentille par tout le monde. Ouais. Vraiment serviable, disponible pour tout le monde. Moi, qui j'étais, j'en avais aucune idée. J'avais pas de hobby, j'avais pas de... Il n'y a rien qui m'animait. Il n'y avait que mes potes qui m'animaient. C'est-à-dire que quand je passais une soirée seule, c'était une angoisse extrême pour moi. Et maintenant, qui je suis, maintenant, je suis en train de monter ma boîte. Maintenant, je vis à Bali. Maintenant, je souris. En fait, avant, je souriais pas. Je voyais pas... Maintenant, genre, je souris quand je vais faire un cours de sport et que je suis en train de mourir sur mon tapis de pilates. Je souris, je suis morte de rire. Et vraiment, je suis heureuse de faire ça. Et en fait, je suis heureuse. Vraiment, c'est ça. Je suis heureuse et en fait, j'essaye parce que c'est jamais un chemin fini. Hein, j'en suis pas là. Mais j'essaye de m'aimer comme je suis. Et avant, c'était même pas une idée. Okay. Maintenant, c'est vraiment... alors, par exemple, typiquement, j'ai des cicatrices. J'ai plein de cicatrices parce que j'ai eu un accident en voyage. J'essaye de les aimer. J'essaye de m'aimer avec ma cicatrice sur le visage, j'essaye de m'aimer avec mon acné, j'essaye de m'aimer avec mes cheveux bouclés, j'essaye de m'aimer comme je suis. La question de cœur, ouais, mais c'est dur, c'est dur. Ah, c'est un charme de ouf. C'est dur. Moi, pendant des années, je fais mon brushing, je veux mon brushing parfait, c'est dur de... Mais ici, le brushing, ça va pas avec Bali. C'est pas possible. Ça va même pas avec Bali, c'est dur. C'est trop parfait pour Bali. mais pour moi, c'est tout ça, c'est dur. Et c'est apprendre à m'aimer comme je suis, à m'accepter comme je suis. Et donc, apprendre aussi qu'en fait, tout ce que je reprochais aux autres avant, c'est parce qu'il y avait quelque part où je ne m'étais pas soignée moi. Et je me rends compte à quel point quand tu fais attention à toi, quand tu te soignes toi, quand tu t'aimes toi, tu as beaucoup moins de rancœur envers les autres. Tu as beaucoup plus de compassion envers les autres. Tu comprends ce qu'ils sont en train de traverser parce que tu l'as traversé. Et tu n'as plus de haine. Tu n'as plus de haine, tu es peace. Et vraiment, ça devient mon nouveau objectif dans la vie, c'est plus forcément d'être milliardaire, même si j'aimerais beaucoup avoir beaucoup d'argent, mais c'est quand même bien. Ouais, c'est quand même très bien d'avoir de l'argent. Mais mon objectif, c'est d'être en paix avec moi-même, quoi. C'est vraiment d'être en paix et plus je suis en paix avec moi-même, plus quand on fait des critiques ou des réflexions, ça me touche de moins en moins, quoi. Mais tu sais que tu es très forte parce que justement, tu l'as pas forcément partagé sur cette vidéo, mais de ce que tu m'avais partagé. Ta famille n'est pas forcément tout le temps là avec toi et ça doit être très difficile, tu vois, parce que justement, tu vis pour toi et ça doit être très compliqué de se dire, ok, je vis pour moi, mais à côté de ça, ma famille, elle comprend toujours pas pourquoi je fais ça, tu vois. Et c'est vraiment pas facile parce que je prends mon cas, ma famille, ma mère, elle est là, elle est trop contente pour ce que je fais, regarde mes vidéos, elle est là, ah, trop bien ma fille, tu vois. Et je me dis, mais si ma famille ne me supportait pas, ça changerait la donne complètement. C'est super dur et t'es vachement forte pour ça, tu vois. En fait, souvent on me demande c'était quoi le moment le plus compliqué de mon voyage. Et en fait, le moment le plus compliqué, ça a été le moment d'annoncer que je partais. Et que j'allais casser cette ligne parfaite. Et il y a une phrase en fait qui m'a trauma avant que je décide de partir. C'est mon père qui m'a dit, tu sais, moi j'ai jamais voulu bosser dans les tunnels et pourtant ça fait 20 ans que je bosse dans les tunnels. Et je me suis dit, là, il essaye de m'apprendre la vie et de me dire, t'as vu, c'est ça l'exemple. Et en même temps, je me suis dit, mais c'est un exemple de merde. Je veux pas cette vie, moi. Je veux pas une vie où je fais 20 ans un truc que j'aime pas. C'est pas possible. C'est horrible. Ouais. Et ça a été un peu mon déclic de me dire, mais c'est pas du tout un bon exemple. c'est nul. Et du coup, là, quand je leur ai dit, je vais partir faire un tour du monde, je sais pas avec quel argent, et je vais même demander à mon taf de me donner de l'argent et ça va marcher, ils m'ont dit, mais jamais de la vie. Ils m'ont dit, tu rêves, tu connais pas la vie. T'es inconsciente. T'es complètement inconsciente, t'es déraisonnable, ça n'existe pas. Donc je suis partie. Ça fait 1 an et demi que je suis partie. Et ça n'a pas changé. C'est ça qui est fou. Et j'ai des fights souvent avec eux. Parce que du coup, au fur et à mesure, j'ai développé cette idée de devenir égoïste. Et en France, dans la religion catholique, puisque je suis catholique, être égoïste, c'est très, très mal vu.
C'est vraiment être un égoïste, c'est la pire chose en fait que tu peux être dans la religion catholique, tu dois être généreux. Mais c'est ça, et puis c'est mal, c'est quelque chose de mauvais, c'est complètement, c'est hyper mauvais. On dit t'es opportuniste, tu vois, c'est quelque chose de mauvais, alors hyper qu'en réalité... Et en fait, j'ai découvert ce que ça pouvait aussi vouloir dire l'égoïsme. Égoïsme, ça veut dire se concentrer sur soi. Et en fait, j'ai réalisé que quand tu te concentres sur toi, tu fais le plus beau cadeau à ta communauté et au reste. Je remarque à quel point les gens qui sont aigris, qui sont pas contents, c'est pas qu'ils sont... Ils sont pas assez égoïstes en fait, à un endroit. Dans le sens où ils peuvent vivre complètement pour les autres et être hyper malheureux à l'intérieur. Parce que ils font pas les choses naturellement, ils font pas les choses parce qu'ils ont foncièrement envie d'aider, ils font les choses parce qu'ils ne se sentent utiles et ils ne se sentent aimés qu'à travers le sourire des autres et qu'à travers quand on leur dit merci. Moi, j'ai envie d'exister et de m'aimer pour moi et de me dire, mais en fait, même si les autres valident pas ce que je fais, moi, je sais que ce que je suis en train de faire, ça me fait plaisir et tant mieux. Et du coup, en fait, plus tu fais ça, plus tu vis pour toi, plus tu commences à t'aimer pour toi, plus tu gagnes une certaine paix en toi qui fait que tu vas être moins agressif envers les autres, plus à l'écoute, plus disponible, les gens vont plus facilement te parler et vous allez lier des liens d'amitié plus forts. Et c'est là où tu vas devenir une vraie amie, une vraie personne, une bonne personne pour ta communauté. Complètement. Et ça, ils comprennent pas. Et pour eux, être égoïste, ça veut dire genre doubler tout le monde sur une file d'attente. Alors que moi, j'ai envie de dire, mais quand tu développes l'amour pour toi, à travers notamment l'égoïsme, tu n'as plus besoin de doubler qui que ce soit. Tu n'es plus en compétition avec qui que ce soit. Tu es en paix avec toi-même. Quand quelqu'un te double, tu te dis... Ben, c'est dommage pour toi, genre je suis triste pour toi que tu sois aussi pressé par le temps. Moi, tout va bien dans ma vie et voilà quoi. C'est ouf parce qu'en fait, finalement, quand tu t'aimes toi, tu peux donner encore plus aux autres finalement. Exactement, et tu deviens une inspiration. Ça. Je l'ai remarqué avec ma mère. Donc moi, j'ai été éduquée dans une famille pas du tout féministe, anti-féministe. C'est pas tant féministe que je devrais dire, c'est anti-féminine. C'est-à-dire que tout ce qui est féminin, c'est mauvais. Okay. C'est faible, c'est pas les ongles. Exactement. Et en fait, quand j'ai commencé à avoir mon premier salaire, j'ai commencé à me faire mes ongles. Et ma mère me disait, mais tu mets combien par mois dans ça? Tu dépenses, tu gaspilles ton argent. Pour les fringues, c'était pareil. Donc, c'était pas très bien vu. Et puis ma mère, je voyais ma mère se faire peut-être 2 fois par an du vernis pour le nouvel an et basta quoi. Et en fait, à force de venir tous les week-ends avec mes ongles faits, elle a commencé à s'intéresser. Ah bah t'as changé de couleur, ah bah t'as fait ci, ah bah c'est marrant tes ongles comme ça. Et puis bah maintenant, ma mère, elle se fait des manucures toutes les 2 semaines. Et ça pour moi, c'est le meilleur, le plus beau cadeau d'inspiration. En fait, j'ai jamais eu à lui dire fais tes ongles. Je l'ai fait, j'ai vécu pour moi, j'ai pris soin de moi et ça l'a inspiré. Et ça, c'est le plus beau cadeau. C'est vraiment, pour moi, c'est ça l'égoïsme. Tu t'as fait attention à toi, tu t'es occupé de toi, tu as arrêté de te préoccuper des autres. Et en fait, c'est les autres qui se sont inspirés de ce que tu fais. C'est super beau. Et puis, tu verras que dans quelques années, je dirais même pas, peut-être que eux, leur preuve, c'est quand tu auras réussi. Peut-être qu'il n'y aura que à ce moment-là qui se diront « Ah, ben, elle a peut-être raison ». Je le sens de plus en plus. Depuis que j'ai lancé mon projet et qu'ils voient que ça fait 1, 2, 3, 4, 6 mois que je suis à fond là-dedans, je sens de plus en plus leur soutien. Mais voilà c'est dommage, quoi. Parce que c'est toujours par rapport à l'argent, mais c'est les croyances. En fait, voilà, je leur en veux pas parce que c'est leur peur. Enfin, ils ont été éduqués dans des familles qui n'avaient pas forcément de l'argent et c'est la peur de t'as pas d'argent, t'as pas de liberté, tu choisis pas ta vie et t'as pas d'argent, enfin t'es bloqué quoi. Donc c'est vraiment, je leur en veux pas parce que c'est vraiment leur peur mais j'essaye de leur montrer qu'en fait on peut vivre autrement et qu'il n'y a pas que l'argent et qu'il n'y a pas que le boulot parce qu'avec mon père c'est beaucoup le boulot. J'essaye de leur montrer qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie et qu'on peut, qu'il y a une autre vie en fait. Bien sûr. J'espère réussir à leur montrer, mais t'inquiète, je fais avec le cœur, ça viendra tout seul, tu vois. Ouais. Et à qui tu recommanderais ce livre? À tout le monde. À tout le monde. Qui ne l'a pas lu, parce que je pense qu'il y en a pas qui l'ont vu. Ouais, alors je pense que le film, comme la plupart du temps, le film n'est pas aussi bon que le livre. Parce que dans le film, on voit beaucoup ce qu'elle fait, et dans le livre, on voit beaucoup ce qu'elle ressent, en fait. Oh, waouh, et je trouve que c'est plus intéressant pour s'identifier à ce qu'elle est en train de vivre, de lire le livre. Donc je dirais à
T'es en rupture amoureuse, lis le livre. T'es pas en rupture amoureuse, lis le livre. Vraiment, enfin, n'importe quelle étape de ta vie, je pense que ce livre, surtout si t'es pas dans la spiritualité, surtout si t'es très terre à terre, je trouve que ce livre, il est vraiment pas mal. Mais tu as un bon exemple parce que pour le coup, ça veut dire que si tu es quelqu'un de terre à terre, tu peux quand même devenir, développer ton côté spirituel. On ne peut pas être dans une catégorie en fait. Je pense qu'on peut tous évoluer. On évolue, ouais, complètement. Et je t'en parlais la dernière fois, c'est vrai que j'ai quand même été éduquée dans la spiritualité, mais si on n'appelle pas ça vraiment comme ça en France. Non. Mais voilà, dans la religion, dans la religion catholique, j'ai été éduquée. Ma grand-mère était prof de caté, donc quand même bien dans la religion. Mais en fait, c'est fou parce que j'ai l'impression que dans l'éducation que j'ai eue, la religion et la spiritualité, c'est deux choses différentes. Ah, oui. En fait, la religion, c'est tu manges pas de poisson le vendredi et tu vas à la messe le dimanche et tu fais le carême. Et la spiritualité, c'est tu te connectes à Dieu. Et en fait, petit à petit, j'ai développé cette croyance qu'en fait, Dieu est à l'intérieur de toi et pas forcément en extérieur. Et que, du coup, en étant égoïste, j'en reviens. Tu te reconnectes à toi. Voilà, tu t'occupes de ton Dieu, tu t'occupes de toi et c'est comme ça que tu fais le bon autour de toi. Et c'est fou parce que j'ai quitté un peu ma religion pendant quelques années parce que, je ne l'ai jamais vraiment quittée, mais c'est vrai que j'étais pas convaincue parce que la religion m'apportait, alors que j'étais quand même assez convaincue des valeurs que Jésus avait dites, mais franchement ce que l'Église racontait, ça me parlait pas du tout. Et en venant à Bali, en m'intéressant aux autres spiritualités, au karma, etc., ça a fait écho avec ce que j'avais appris aussi dans ma religion catholique, de me dire, mais en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui sont communes. Tout ce qui est, tu fais le bien, tu iras au paradis. Avec le karma, c'est un peu ça. Et en fait, j'ai commencé à créer ma propre croyance, ma propre religion. Aujourd'hui, j'ai plus honte de dire que je suis catholique, mais que je crois également au karma. Et qu'il y a des valeurs dans toutes les religions qui me plaisent et que je les écoute et que je les suis. Et je sais qu'il y a des catholiques qui m'insulteront et qui me diraient que je ne serais pas une bonne catholique ou que je ne suis pas catholique tout court. J'en ai plus rien à foutre. J'en ai rien à faire. La religion, c'est privé. Ouais, donc en fait... Mais tu sais que je me reconnais vachement dans ce que tu dis parce que je suis catho aussi, mais j'ai juste été baptisée, tu vois. J'ai jamais fait jamais vraiment allé au catéchisme, c'est ça? Tu vois, je ne sais même pas les noms tellement que je suis loin de ça. Mais par contre, je suis très spirituelle, tu vois. Et ça n'empêche que quand on me demande t'es de quelle religion, je dis catho, mais à la fin je dis je pense que j'ai pas forcément de religion, mais en tout cas j'ai un côté hyper spirituel. Et c'est vrai que je m'identifie vachement plus à la religion bouddhisme ou hindouisme que la religion catho, et tu vois. Donc, mais je pense que, comme tu dis, c'est deux choses complètement différentes, la religion et la spiritualité. En fait, je pense que ça devrait pas. En fait, je pense que c'est les dérives du fait d'avoir mal traduit. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est peut-être aussi les dérives d'avoir une religion aussi énorme. C'est qu'au bout d'un moment, tu peux plus aller voir chaque croyant et vérifier qu'il prie bien ou qu'il prend bien soin de lui. Tu vois, genre l'église, à l'époque, il y avait, 100 personnes dans une église. À part faire des chants tous ensemble, il n'y avait pas un moyen de vérifier que chaque être était vraiment connecté à Dieu. Et à la fin, du coup, j'ai l'impression que c'est devenu comme une grande entreprise où personne n'est vraiment connecté avec Dieu, mais tout le monde fait le truc. Et en fait, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, en tout cas dans l'église catholique, alors je sais qu'il y a un regain en ce moment, mais on a quand même très peu de croyants jeunes et ça se perd. Et je suis la première. Moi, il y a plein de choses de l'église catholique que je valide pas du tout et qui pour moi sont même pas en accord avec les valeurs qui sont partagées dans la Bible. Complètement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire que je fais du pick and choose. Je prends ce qui m'intéresse. Et en fait, avant, j'avais cette culpabilité de me dire tu peux pas, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Quand tu suis une religion, tu dois la suivre entièrement ou pas du tout. Sinon, t'es pas religieux. Voilà, t'as pas le droit de faire tes choix parce que c'est pas possible de faire ça. Et aujourd'hui, je suis capable de dire si, en fait, je fais mes choix, je prends ça et je prends ça. Et ceux qui sont pas contents, ils sont pas contents. Et c'est pas grave. Moi, je suis en paix avec ça. Quand je prie Dieu. Et je sais qu'à la fin, c'est pour moi que je le fais. Je prie aussi pour mon entourage, mais à travers moi. J'arrête de prier à la place des autres. Avant, je faisais beaucoup ça. Et tout ça, ça m'a appris à me dire, mais non, en fait, c'est de toi, donc il faut que tu t'occupes pour faire un cadeau aux autres.
Et ouais, j'en suis vraiment convaincue. Wow. Et d'ailleurs, on avait parlé, mais je sais pas si on peut parler d'un autre livre, Oui, dis-moi. mais c'est Laurent Gounel, je sais plus. Oui, c'est fou parce que j'ai eu un pop-up de Laurent Gounel là. Mais oui, mais parce que ce livre, pour moi, ça a été une révélation. Tu trouveras le trésor qui dort en toi. Ou et tu trouveras le trésor oui, c'est ça, qui dort en toi. Ouais. Un Dans livre religion, incroyable justement. sur la religion catholique et le bouddhisme. Et qui te montre à quel point mais tu peux totalement allier les deux. Et les valeurs, en fait, les valeurs profondes de la religion chrétienne, c'est les mêmes que les valeurs de la religion bouddhiste. C'est de se dire, mais occupe-toi de toi, valorise-toi, aime-toi toi-même, et tu feras un cadeau à ton voisin, quoi. Et de là, il a réussi à rassembler beaucoup plus de personnes. Complètement. Et en fait, tu commences, quand tu t'occupes de toi, je suis vraiment persuadée que tu commences à avoir une certaine lumière en toi. Ouais. Tu vois, les gens solaires, pour moi, c'est les gens qui font du sport, qui prennent du temps pour eux, mais pas seulement qui prennent du temps pour eux, mais qui l'actent, tu vois, qui vont l'écrire, qui vont vraiment se dire « Ah là, c'est un temps pour moi ouais, ». Et qui commencent à se dire « Mais j'existe sur cette terre ». Tu vois, ils n'ont plus besoin d'avoir les gens qui les regardent comme moi j'ai eu à Bali. Ils n'ont plus besoin d'avoir ce truc de les gens qui les regardent pour se sentir exister. Ils savent qu'ils existent. Et quand tu as ça, tu as comme une lumière qui fait que déjà, tu es solaire et en plus, tu attires les gens qui sont peut-être dans cette ombre de se dire je sais pas où j'en suis, et tu les aides comme ça. Tu deviens une inspiration pour eux. Et ça, c'est vraiment, c'est comme ça que tu peux être utile à ta communauté pour moi. Wow, c'est génial. On va finir sur cette belle note et sur cette belle phrase. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Marine. C'était vraiment, j'ai adoré notre échange. Merci. C'est super authentique et puis, tu vois, on a parlé de ce livre et finalement, il y a plein de choses qui ont émergé tout autour et c'est vraiment super intéressant. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans ton parcours et dans ce que tu vis, tu vois. Donc, merci à toi. Vraiment, c'est un livre, je pense, qui change la vie et je le recommande à tout le monde. Donc, merci beaucoup de m'avoir accueilli. À ton podcast, en tout cas, c'était trop bien. Merci beaucoup.